J'ai passé toute la nuit à coudre la robe de mariée de ma fille, point après point, avec douleur, sans même m'arrêter pour reposer mes yeux. Chaque passage d'aiguille était un souvenir, chaque fil une promesse. Le tic-tac régulier de l'horloge m'a accompagné jusqu'à l'aube, marquant les heures comme l'écho de ma propre vie qui semblait se défaire lentement. Quand j'ai terminé, le premier rayon du soleil a traversé la fenêtre et s'est posé sur le tissu blanc. Elle était belle. Elle n'avait pas l'éclat des boutiques de la 5e avenue, ni l'étiquette d'un grand couturier. Mais elle était faite de l'amour d'une mère qui, même après une vie entière de sacrifices, croyait encore que la tendresse pouvait tout réparer. Je portais la robe entre mes mains tremblantes, enveloppée dans un vieux drap pour la protéger. Quand je suis arrivée chez ma fille, Zouri, elle était entourée de ses amis, riant et sirotant du café dans des tasses délicates. Elle ressemblait à l'une de ces femmes parfaites, un peu lointaines, comme dans les films hollywoodiens. Pendant un instant, j'ai ressenti une immense fierté. Et puis, c'est arrivé. Zouri a levé les yeux, m'a regardé de la tête aux pieds et a demandé « C'est la robe ?» J'ai hoché la tête, souriante. J'ai déplié le tissu délicatement, comme si je dévoilais un trésor. Elle l'a regardé à peine quelques secondes avant de lâcher d'un ton méprisant. On dirait quelque chose que porterait une pauvre. Ses amis ont ricané doucement. Avant que je puisse réagir, elle a saisi la robe et l'a jetée dans la poubelle. Je ne me marie pas habillée comme une couturière, maman. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Je n'ai rien dit, pas un mot. J'ai simplement ramassé ma fierté brisée sur le sol et je suis sortie lentement avant qu'elle ne remarque mes larmes. Je suis rentrée chez moi, la vie brouillée. Le soleil tapait fort, mais je ne sentais que le froid. La robe hantait encore mon esprit, chaque point brûlant comme une plaie ouverte. Je pensais aux nuits sans sommeil, aux années passées sur la vieille machine de ma mère, aux callosités sur mes mains, à tout ce que j'avais sacrifié pour que Zouri atteigne ce niveau-là, et je me suis demandé depuis quand l'amour était devenu une honte. Quand je suis arrivée chez moi, je me suis assise devant ma machine à coudre. Je l'ai fixée longtemps. Son ronronnement, autrefois familier, me paraissait désormais un gémissement. J'ai posé ma main dessus, cherchant du réconfort dans sa vibration, et j'ai ressenti un étrange élan. Ce n'était pas de la tristesse, c'était autre chose. Un calme froid, dangereux. Celui qui vient quand un cœur se brise et qu'au lieu de s'effondrer, il commence à réfléchir. Les jours ont passé. Ma fille ne m'a pas appelée, pas même pour s'excuser. J'ai appris par d'autres que sa robe de créateur, importée de Paris, était prête, parfaite, disait-elle. Mais la perfection n'a pas d'âme, et peu importe sa beauté, cette robe ne raconterait jamais son histoire. Un après-midi, je suis allée chez elle. J'ai attendu qu'elle sorte, puis je suis entrée sans bruit. L'air sentait le parfum cher et les fleurs fraîches. Dans un coin, la poubelle était encore là, et dedans, parmi les papiers froissés et les chutes de tissu, j'ai trouvé ma robe, froissée, tachée, humiliée mais intacte, comme moi. Je l'ai sortie avec douceur, l'ai serrée contre ma poitrine et je l'ai ramenée chez moi. Je l'ai étendue sur ma table et sous la lumière du coucher de soleil, je l'ai observée. Elle était belle, même dans sa misère, comme une mère qui continue d'aimer malgré les blessures. J'ai passé ma main sur les coutures et j'ai senti que mon amour vivait encore là, dans chaque fibre. Et là, j'ai compris, cette robe ne finirait pas dans une poubelle. Les nuits suivantes, je me suis enfermée dans mon atelier. Je ne dormais pas. Je mangeais à peine. Je cousais. J'ai brodé des fleurs de cristal sur l'ourlet. J'ai ajouté de la dentelle ancienne. Et dans chaque couche de tissu, j'ai caché plus que des ornements. J'ai émis mon histoire. Un point pour chaque larme, un fil pour chaque sacrifice, une fleur pour chaque jour où je me suis sentie invisible. À mesure que la robe se transformait, moi aussi. Je n'étais plus la mère soumise qui baissait la tête face au mépris. J'étais une femme qui avait compris que l'amour ne signifie pas tout supporter, mais choisir ce qui valait la peine d'être gardé. Quand j'ai terminé, le miroir reflétait une autre femme. Mes yeux n'étaient plus tristes, mais déterminés. La robe brillait sous la lampe, et dans sa lumière, il y avait plus que de la beauté. Il y avait la justice. Le jour du mariage est arrivé. Je n'avais pas prévu d'y aller, mais
Le destin, ou peut-être le respect de moi-même, m'a poussée. J'ai mis ma simple robe crème, relevé mes cheveux et je suis sortie d'un pas ferme. Chaque pas était un nouveau battement de cœur. Chaque respiration une déclaration silencieuse. Je ne suis plus la même. Quand j'ai poussé la porte du Grand Magnolia Ballroom de Charlotte, l'air était rempli de musique, de rires, de lumière, de fleurs et de tintements de coupes de champagne. Zuri, radieuse, portait sa luxueuse robe de lintel étranger. Elle était belle yeux, mais vide. Elle ne m'a pas vue entrer. Je ne voulais pas qu'elle me voie. Je suis restée près de la porte en observant en silence. Mes mains tremblaient non pas par peur, mais par le poids de ce qui allait arriver. Parce que ce soir-là, ma fille n'allait pas simplement avoir un mariage. Elle allait avoir une leçon. Les aiguilles ont toujours été mes meilleures amies. Depuis mes 12 ans, quand ma mère m'a appris pour la première fois à recoudre un bouton, j'ai su que ce serait ma manière à moi de parler au monde. Je n'ai jamais été une femme à la parole facile, mais mes mains pouvaient dire ce que ma voix n'arrivait pas à exprimer. Et pendant des décennies, au milieu des fils, des tissus et du silence, j'ai appris qu'une couture pouvait contenir une histoire, parfois même une vie entière. Quand je suis devenue veuve, Zuri n'avait que 6 ans. Mon mari, Kofi, est mort dans un accident de chantier. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée seule avec une petite fille et une machine à coudre. Je me souviens avoir pleuré cette nuit-là près de la fenêtre. Mais le lendemain matin, j'ai allumé la machine, essuyé mes larmes et j'ai commencé à coudre. À partir de ce moment, chaque vêtement sorti de mes mains portait une promesse. Je ne laisserai jamais ma fille manquer de rien. Nous vivions dans un minuscule appartement situé derrière l'atelier de couture de quartier où je travaillais. Zuri dormait sur un petit lit de camp, entouré de chutes de tissu qu'elle transformait parfois en poupées improvisées. Je la regardais jouer et je me disais qu'un jour, tous ces sacrifices auraient un sens. Qu'un jour, elle comprendrait que l'amour peut aussi s'embroder. Pendant des années, mes doigts ont saigné sur les robes de mariée des autres, des soies, des dentelles importées, les rêves de femmes qui pouvaient se payer ce que je pourrais jamais acheter. Parfois, en cousant les voiles des étrangères, j'imaginais le jour où ma propre fille se marierait. Je rêvais de lui coudre la plus belle robe du monde. Non pas parce qu'elle serait parfaite, mais parce qu'elle serait faite avec la seule chose dont je n'ai jamais manqué, l'amour. Quand Zuri a eu 15 ans, j'ai enfin pu lui acheter sa première robe neuve. Pas d'occasion, pas rapiécée, neuve. Elle était bleu ciel avec un ruban blanc que j'avais brodé sur le buste. Ce soir-là, en la regardant danser, j'ai senti que tout avait valu la peine. Elle m'a serré fort et m'a murmuré à l'oreille « Tu es la meilleure maman du monde ». Cette phrase est restée en moi. Je ne savais pas que des années plus tard, ces mots sonneraient comme un écho triste, une promesse brisée. Zuri a grandi, et au fil des années, elle a commencé à s'éloigner du monde qui l'avait pourtant façonnée. Elle est partie à l'université en ville grâce à un petit prêt pour mon activité que j'ai obtenu en vendant ma vieille voiture. Elle a travaillé dur, gravi les échelons, rencontré des gens différents. Quand elle revenait, elle était devenue une étrangère. Sa voix avait changé, son regard aussi. Elle ne m'appelait plus maman, mais mère. Et chaque fois que je parlais, je voyais sur son visage un mélange d'agacement et de honte. Au début, j'ai cru que je me faisais des idées, mais les signes étaient là. Les appels auxquels elle ne répondait pas, les visites de plus en plus brèves, et cette phrase qu'elle a lâchée un jour sans me regarder. « J'aurais aimé que tu puisses faire des études. » Cette phrase m'a transpercée comme une aiguille. Car sans le savoir, elle me disait que l'amour que je lui avais donné ne suffisait pas. Que mes mains, celles qui avaient cousu toute son enfance, n'avaient plus de valeur dans son nouveau monde. Pourtant, quand elle m'a annoncé qu'elle se mariait, j'ai ressenti une joie pure, presque naïve. Je me suis dit que peut-être, enfin, je pourrais lui offrir dont j'avais toujours rêvé. Sa robe de mariée. Je lui ai proposé de la réaliser moi-même. Elle a hésité, puis a fini par accepter. J'y ai vu un signe de réconciliation, une chance de recoudre ce que la distance avait déchiré. Ce soir-là, je me suis assise devant la machine, et avant de commencer, j'ai prié. « Seigneur, guide mes mains, que chaque point soit une bénédiction. »
J'ai passé des journées entières à choisir les tissus que je pouvais me permettre. De la dentelle ivoire, du tulle doux et quelques petites perles qu'une cliente m'avait laissées comme paiement. Chaque fil portait un vœu. Chaque pli cachait une larme. Et dans la doublure, là où personne ne pourrait voir, j'ai cousu un minuscule morceau de ma propre robe de mariée. C'était ma manière de lui dire en silence « Emporte-moi avec toi, ma fille. Même si tu ne me vois plus, je serai là. » Mais lorsqu'elle a rejeté la robe, ce jour-là, ce n'est pas seulement le tissu qu'elle a jeté à la poubelle. Elle a jeté mon histoire, mon amour, le fil invisible qui nous tenait encore liés. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée devant la machine, à penser à ma mère, qui elle aussi cousait jusqu'à l'épuisement. Elle me disait toujours « Ma fille, les femmes comme nous n'ont ni épée, ni fortune. Notre force est dans nos mains. » Et à ce moment-là, j'ai compris. Ma force n'était pas d'être acceptée, mais de continuer à tisser mon propre destin, même si d'autres le déchiraient encore et encore. J'ai touché une nouvelle fois le tissu taché que j'avais sorti de la poubelle. J'ai fait glisser mes doigts sur les coutures brisées, j'ai senti mon amour battre encore là. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais prise dans ses bras sans qu'elle me serre en retour. Au silence gêné. Oh, maman, s'il te plaît, ne viens pas habillée comme ça. Et j'ai compris que l'humiliation, si on la coud avec patience, peut devenir une leçon. Parce que la douleur ne détruit pas toujours. Parfois, elle transforme. Les jours suivants, quelque chose a changé en moi. J'ai continué à coudre, mais plus pour elle, pour moi. Chaque point était une manière de guérir. Le fil glissait sans accroc, presque comme si la machine comprenait mon âme. Je n'étais plus en train de broder une robe, j'étais en train de broder ma liberté. Et même si Zuri ne savait pas encore, j'avais déjà un plan. Le jour de son mariage, elle porterait la robe qu'elle avait choisie. Mais celle dont tout le monde se souviendrait serait celle qu'elle avait méprisée. Parce que certains amours s'oublient, mais d'autres se vengent avec élégance. Et le mien était sur le point de briller. Le jour du mariage se leva sous un ciel gris. Il ne pleuvait pas, mais l'air sentait l'orage, comme si le monde entier pressentait que quelque chose allait se briser. J'ai enfilé la seule tenue correcte que je possédais, la même que j'avais portée aux funérailles de ma mère, et j'ai arrangé mes cheveux avec soin, non pas pour impressionner qui que ce soit, mais parce que ce jour-là, j'allais affronter mon passé la tête haute. J'ai glissé la robe restaurée dans un sac en lin blanc, plié avec la précision de quelqu'un qui garde un secret. Ce n'était ni un cadeau ni une reproche. C'était une réponse. La réponse silencieuse d'une mère que sa propre fille avait eu honte d'aimer. En sortant, le vent soufflait fort. Je marchais jusqu'à l'arrêt de bus, serrant le sac comme s'il contenait mon propre cœur. Le trajet jusqu'à la salle de réception était long, et à chaque virage, je revoyais les moments où ma fille et moi ne faisions qu'un. Nos fous rires sans raison, ces câlins sans peur du regard des autres, mais ces mémoires me faisaient plus mal que les aiguilles. La salle de réception était immense, avec des colonnes dorées et un plafond si haut qu'il semblait toucher le ciel. Des lumières blanches, des fleurs exotiques, des verres étincelants sur les tables, tout était parfait. Parfait et vide. Je me suis arrêtée un instant à l'entrée, observant les gens rire, trinquer, prendre des photos. Zuri était au centre, brillante dans sa nouvelle robe. Une robe qui, malgré son prix, n'était pas capable de cacher la froideur de son regard. Quand elle m'a vue, son sourire s'est figé. Je me suis avancée vers elle, mais avant d'arriver, une femme, la mère du marié, supposais-je, s'est approchée et m'a coupé la route avec un sourire crispé. « Ah, vous êtes la mère de Zuri, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête. « Ah, ravie de vous rencontrer », elle dit sans en penser un mot. « Pourriez-vous patienter un moment, là-bas, au fond? Nous allons commencer les photos de famille. » Elle m'a détaillé de haut en bas avec ce regard qui juge plus que n'importe quelle phrase. Le même regard que j'avais supporté tant de fois. Et j'ai obéi. Je suis restée au fond près des curteaux, comme un fantôme à la fête de mon propre sang.
Pendant la cérémonie, personne ne m'a parlé. Certains ont esquivé un sourire poli, d'autres m'ont simplement ignoré. Zuri ne m'a même pas présenté. Ce jour-là, je n'étais pas sa mère. J'étais un souvenir gênant qu'elle préférait cacher. La musique a commencé, les mariés sont dansés. La salle a éclaté en applaudissements. J'ai applaudi aussi, mais mes mains tremblaient. Pas d'émotion, de rage continue. Je regardais ma fille enlacer son mari, si sûre d'elle, si hautaine, comme si la vie lui appartenait enfin. Et je me suis demandé un instant si elle avait oublié qui l'avait portée quand la vie voulait la briser. Qui l'avait appris à se relever. Qui lui avait cousu sa première robe. Qui l'avait échangé ses larmes contre de l'espoir. Puis j'ai compris. Elle n'avait pas oublié. Elle avait choisi de nier. Je suis restée un peu plus longtemps. Non pas pour la regarder elle, mais pour observer. Je voulais comprendre à quel moment ma fille n'avait pas été ma fille. L'une des demoiselles d'honneur s'est approchée avec un sourire gêné. « Je peux vous apporter quelque chose, madame ?» « Je regarde. » J'ai répondu. « Vous regardez quoi ?»« Je regarde comment on oublie une mère. » La jeune femme a baissé les yeux, ne sachant quoi dire. J'ai souri calmement. Il n'y avait pas de colère dans ma voix. Seulement une vieille tristesse qui ne cherchait plus de coupable. À minuit, lorsque les invités dansaient et que la musique recouvrait toutes les conversations, je me suis levée de ma chaise et j'ai marché vers le centre de la salle. La robe était dans mes mains. Les regards se sont tournés vers moi. J'ai levé la robe bien haut, l'étendant devant tout le monde. Cette robe n'a pas été cousue avec de l'argent, ai-je dit. Elle a été cousue avec des sacrifices, avec des nuits où je n'ai pas dormi, avec des années où j'ai refusé d'abandonner. Chaque fil porte mon histoire, chaque point porte mon nom. Zuri a porté ses mains à son visage. « Maman, s'il te plaît, arrête !»« Non, ma fille, » ai-je répondu. « Arrêter, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu que tu avais honte de moi. Aujourd'hui, je ne suis pas venue me plaindre, je suis venue te rappeler d'où tu viens. » Les applaudissements ont commencé. Timides d'abord, puis plus forts. Les demoiselles d'honneur, les invités, même la mère du marié. Tout le monde applaudissait. Zuri est tombée à genoux, en larmes. Je l'ai regardée sans fierté, sans ressentiment, seulement avec une sérénité nouvelle. Je me suis approchée, j'ai pris son visage entre mes mains et j'ai murmuré. Il n'y a aucune honte à être humble. La honte, c'est d'oublier qui t'a appris à voler. Elle a hoché la tête en sanglots. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. Pas encore, lui ai-je dit. Pas tant que tu n'auras pas appris ce que signifie vraiment aimer. Je me suis tournée, tenant la robe, et j'ai marché vers la sortie sous les applaudissements. Chaque pas était un adieu. Chaque regard une cicatrice qui se refermait. Et lorsque j'ai franchi le seuil, j'ai su que quelque chose était terminé pour toujours. Je n'étais plus la mère honteuse qui cousait dans le silence, j'étais une femme qui avait compris que la dignité aussi se coud, point par point. Cette nuit-là, en quittant la salle avec la robe dans les mains, j'ai eu la sensation que l'air m'appartenait de nouveau. La lune brillait dans le ciel comme une vieille lanterne et les lumières de la fête se reflétaient dans la dentelle, lui donnant un éclat presque irréel. Dehors, il n'y avait plus de musique, ni d'applaudissements. Seulement le silence d'une femme qui avait dit ce qu'elle avait à dire sans avoir besoin de crier. Je suis rentrée chez moi lentement. Chaque pas résonnait dans la rue vide comme un point de plus, refermant la blessure laissée par ma fille. Je n'ai pas pleuré. Je ne pouvais plus. J'avais trop pleuré dans ma vie. Ce soir-là, j'étais sèche. Seul mon cœur me faisait mal. Mais pas de tristesse, d'épuisement. En arrivant, j'ai accroché la robe devant le miroir. Elle était magnifique, trop belle pour avoir été méprisée. Mais ce que personne ne savait, pas même Zuri, c'est que cette robe contenait plus que du fil et de la broderie. Elle contenait une vérité. Des semaines avant le mariage, quand j'avais décidé de sauver la robe de la poubelle, je ne m'étais pas contentée de la restaurer. Je l'avais transformée en lettre silencieuse. À l'intérieur de la doublure, entre les couches de tulle et de dentelle, j'avais cousu de petits mots écrits à la main, de minuscules bouts de papier pliés avec soin, où j'avais laissé des fragments de mon histoire, de son enfance, de mon âme. Sur un d'eux, j'avais écrit « Quand tu es né, j'ai cru que la vie me rendait ce qu'elle m'avait repris. Je n'aurais jamais imaginé que l'amour puisse faire mal aussi quand on en donne trop.
Sur un autre, j'ai cousu ta première robe avec un vieux tissu, mais avec des mains pleines d'espérance. Je ne savais pas que plus tard tu aurais honte de l'amour qui t'a protégé. Et sur le dernier, le plus petit, le plus secret, j'avais cousu une phrase de ma mère. Le fil qui relie une mère et une fille ne se brise pas. Il se tend jusqu'à ce que l'une des deux apprenne à lâcher. Je ne savais pas si Zuri trouverait ces mots, ni si elle aurait un jour le courage d'ouvrir la robe, mais je l'ai fait quand même, parce que parfois on coud des mots pour qu'ils fleurissent plus tard, quand le silence ne suffit plus. Les jours suivants, le mariage est devenu le sujet de conversation du quartier. Certains voisins venaient me féliciter, d'autres juste par curiosité. Je les écoutais en silence pendant que je cousais dans mon atelier. Je n'aimais pas parler de ce qui s'était passé, pas par honte, mais parce que je savais que la véritable fin n'était pas encore arrivée. Elle est arrivée plus tôt que prévu. 3 jours plus tard, Zuri est apparue à ma porte. Elle était pâle, les yeux gonflés, la voix brisée. « Maman, on peut parler ?» Je suis restée immobile. Un instant, j'ai eu envie de la prendre dans mes bras, mais quelque chose en moi m'a dit d'attendre. « Bien sûr », ai-je répondu, calmement. Elle est entrée lentement, comme si elle craignait que la maison elle-même la rejette. Elle s'est assise sur la chaise où, autrefois, elle attendait que je finisse de lui coudre un uniforme, une robe, une vie. Elle tenait la robe dans ses mains. Elle l'a posée sur la table sans me regarder. « Je l'ai ouverte », elle a dit. « Je vois. J'ai trouvé tes lettres. » Le silence vibrait avec sa respiration saccadée. Pour la première fois, je la voyais vulnérable. Elle n'était plus la femme hautaine du mariage. Elle était redevenue ma petite fille. « Je ne savais pas », elle a murmuré. « Je ne savais pas tout ce que tu avais fait pour moi. » J'ai baissé les yeux. « Tu n'avais pas besoin de le savoir. Les mères ne comptent pas les points. Elles cousent, c'est tout. » J'ai été tellement stupide, maman. Non, ma fille, ai-je répondu. Tu as été humaine. Et la priance, ça s'érite aussi, comme la couleur des yeux. Zuri a éclaté en sanglots. Elle s'est agenouillée à côté de moi comme quand elle était petite. Elle a pris mes mains et j'ai senti qu'elles tremblaient autant que les miennes. Pardonne-moi. Tu n'as pas à me demander pardon, ai-je dit. Tu dois apprendre. Nous sommes restés comme ça en silence. Je n'ai pas pleuré. Parce que le pardon, quand il est sincère, ne fait pas mal. Il apaise. Zuri a posé sa tête sur mes genoux et un instant, j'ai ressenti à nouveau le poids de son enfance, la même chaleur, la même fragilité, comme si les années avaient reculé. Après un moment, elle a levé la tête. « Tu peux rester ici quelques jours ?» « Bien sûr, ai-je répondu en souriant. « Mais il faudra te tendre utile, coudre, balayer, cuisiner, vivre. » Ce soir-là, nous avons dîné ensemble pour la première fois depuis des années. Le silence entre nous n'était plus lourd. Il était doux, nécessaire. Zuri mangeait tranquillement, me regardant de temps en temps comme si elle me redécouvrait. « J'ai toujours cru que tu étais faible, » a-t-elle avoué soudain. « Et maintenant je sais que tu étais juste fatiguée. » « Oui, ma fille, ai-je répondu avec un sourire. L'amour fatigue aussi. Le lendemain, pendant qu'elle dormait, j'ai pris la robe et je l'ai rangée dans une boîte en bois. Je ne l'ai pas fait pour l'exhiber comme un trophée, mais comme un témoignage. La preuve que même les liens les plus abîmés peuvent être recousus si l'on accepte d'en voir les cicatrices. Avant de fermer la boîte, j'ai ajouté un dernier mot. Quand tu liras ceci, peut-être que je ne serai plus là. Mais je veux que tu te souviennes que l'humilité ne s'hérite pas. Elle s'apprend. Et toi, ma fille, tu as déjà fait le premier point. Je refermai doucement la boîte et je l'ai posée dans l'armoire, à côté de mes fils, de mes aiguilles et de morceaux de tissu bleu de sa robe de 15 ans. Tout ce que j'avais été, tout ce que j'avais défini, tenait maintenant dans ce coin silencieux. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais en paix. Pas la paix de l'oubli, la paix de celle qui a recousu son âme et accepté que la cicatrice reste visible. Les jours que Zuri a passés chez moi ont été différents de tout ce que nous avions vécu jusqu'à là. Pour la première fois depuis des années, nous avons partagé des petits déjeuners, des conversations et des silences qui ne faisaient plus mal. Je cousais dans mon atelier et elle s'asseyait près de la fenêtre pour m'observer. Parfois, elle essayait de coudre elle aussi, s'en mêlant dans le fil, se piquant les doigts, riant à travers les larmes quand le fil s'échappait.
C'était comme si je la voyais redevenir la petite fille qui me demandait pourquoi les robes de maman étaient toujours les plus jolies, même si elles ne brillaient pas. Mais la paix ne dure jamais longtemps lorsqu'il reste des blessures ouvertes. Un après-midi, alors que nous faisions la vaisselle, le téléphone a sonné. Zuri a s'essuyé les mains et a décroché. Son visage a changé aussitôt. « C'est Madame Ellington », elle a murmuré. La mère de son mari. La même femme qui m'avait regardée au mariage comme si j'étais une employée. Zuri a écouté en silence, hochant la tête nerveusement. Quand elle a raccroché, elle m'a dit d'une voix basse « Elle vient dîner demain. Elle veut te parler. À moi et à toi. » La tasse que je tenais m'a glissé des mains et s'est écrasée au sol. « À moi ?» ai-je demandé. « Oui, maman. Elle dit que c'est important. » « Eh bien qu'elle vienne, ai-je répondu fermement, mais qu'elle vienne avec la vérité, pas seulement avec sa politesse. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, pas par peur, par intuition. Il y avait quelque chose dans la voix d'Imani Ellington qui sonnait familier, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. J'ai passé les heures à laver la nappe, à faire briller les couverts, à préparer un dîner simple, non pas pour lui plaire, mais parce que les bonnes manières ne se perdent pas, même si les autres les oublient. Quand l'horloge a sonné 20 heures, la sonnette a coupé le silence de la maison. Zuri a ouvert. La femme est entrée, enveloppée dans un manteau élégant et un parfum trop fort, de ceux qui essayent de couvrir l'odeur du passé. « Bonsoir », elle a dit, en me jetant à peine un regard. « Bonsoir », ai-je répondu. « Entrez ». Nous nous sommes assis à table. Pendant les premières minutes, personne n'a parlé. Zuri tentait de jouer la sérénité, mais sa main tremblait sur la serviette. Imani fit tourner les couverts, évitant mes yeux. Moi, j'attendais. Je savais que les vérités finissent toujours par se découdre. « J'imagine que vous ne vous souvenez pas de moi », a fini par dire Imani. « Non, madame », ai-je répondu. « Mais ma mémoire n'oublie pas les voix qui blessent, et la vôtre au mariage était très claire. » Zuri a serré les pompes. La femme a soupiré, baissant la tête. « Vous avez raison, et je suis venue précisément pour ça. » Le silence s'allongea. Seule l'horloge osait parler. Il y a des années, quand j'étais jeune... Un instant, le monde s'est arrêté. Je me suis revue dans cet atelier, il y a tant d'années. Je me suis souvenue de son visage jaune, de ses bijoux, de sa voix autoritaire. Oui, c'était elle, Madame Ellington, la même qui m'avait humiliée pour un point raté et m'avait renvoyée sans salaire. Je ne savais pas, et je murmurais plus pour moi-même que pour elle. « Si », répondit-elle, « je savais qui vous étiez le soir du mariage. Quand je vous ai vu là-bas, avec cette robe dans les mains, j'ai su. Mais je n'ai pas eu le courage de venir vous parler, parce que la honte pèse plus lourd que l'or. » Zuri m'a regardée horrifiée. « Tu travaillais pour elle, maman ?» J'ai hoché la tête. « Oui, ma fille. » Et c'est de sa bouche que j'ai appris pour la première fois à ne plus me laisser humilier. Imani a baissé la tête. « Je suis venue vous demander pardon, Afia. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'ai porté cette faute. Je croyais que l'argent faisait de moi quelqu'un de mieux. Mais quand je vous ai vu ce soir-là, debout, avec cette robe entre vos mains, j'ai compris que j'avais passé ma vie à admirer en silence ce que je n'ai jamais eu, la dignité. » Zuri pleurait en silence. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait tant blessée, et pour la première fois, je n'ai pas vu une ennemie. J'ai vu quelqu'un qui, comme ma fille, avait vécu trompé par son propre orgueil. Le pardon ne se demande pas avec des mots, Madame Ellington, ai-je dit calmement. Il se montre avec des actes. Je sais, a-t-elle répondu. C'est pour ça que je suis venue. Et que voulez-vous faire maintenant? Aider. Aider à faire quoi? À ouvrir ton propre atelier. Zuri a relevé la tête, surprise. « Ma mère? Un atelier ?» « Oui, » a répondu Mani. « Avec ton talent, tu pourrais apprendre à d'autres femmes. Je peux fournir le capital, pas pour effacer ma conscience, mais pour faire quelque chose de bon avec ce que j'ai autrefois utilisé pour humilier. » Je l'ai regardé en silence. Une partie de moi avait envie de refuser, de lui dire que le pardon ne s'achète pas. Mais une autre partie, plus sage, celle qui avait appris à recoudre les blessures, me disait que parfois, accepter une main tendue est aussi une forme d'amour de soi. « D'accord », ai-je finalement dit, « j'accepte, mais à une condition. »
Tout ce que tu veux, répondit Imani. L'atelier porterait le nom de ma mère. Comment s'appelait-elle? Espérance. Parce que c'est la seule chose que je n'ai jamais perdue. Zuri s'est levée et m'a serré fort. Maman, j'y crois pas. Crois-le, ma fille. La vie ne donne pas toujours la vengeance, mais elle tourne, et parfois quand la roue revient, les couturières apprennent aux rêmes à réparer leur âme. Imani a hoché la tête, en larmes. Tu as raison. L'argent disparaît. La dignité, elle se transmet. Et l'humilité ne se lave pas avec de l'argent, elle se gagne avec des actes. Le dîner s'est terminé dans un autre silence. Le silence des choses qui, enfin, se remettent à leur place. Avant de partir, Imani m'a serré la main. Merci de m'avoir laissé entrer. Merci d'avoir osé revenir. Quand la porte s'est refermée, Zuri m'a regardée avec des yeux pleins de fierté. Maman, je ne savais pas que tu étais si forte. Non, ma fille, je ne suis pas forte. J'ai juste appris que les points les plus solides sont ceux qu'on fait après avoir été brisés. La nuit suivante, je n'ai pas beaucoup dormi. Ce n'était ni la culpabilité, ni l'excitation. C'était l'intuition. Quelque chose dans les mots d'Imani sonnait encore faux. Trop d'intérêt, trop de remords soudains, trop tard. Je me suis réveillée avant l'aube. L'air sentait la terre mouillée. Le chant des oiseaux semblait venir de très loin. Je me suis préparé un café et dans le silence de la maison, j'ai sorti la boîte de la robe. Je l'ai ouverte, j'ai laissé mes doigts glisser sur la dentelle, sur les petites lettres cachées dans la doublure. J'ai pensé à ma mère, à sa phrase. Les vérités, ma fille, ne se cherchent pas, elles se décousent. Sans savoir pourquoi, cette phrase m'a suivie toute la journée. Une semaine plus tard, Imani est revenue, avec des papiers et un sourire trop bien préparé. J'ai le contrat pour l'atelier à Fia, annonce-t-elle. Déjà ? Je ne veux pas perdre de temps, j'y ai beaucoup réfléchi. Zuri nous observait de la table, avec ce mélange de joie et de méfiance. Asseyons-nous, dis-je en calme. Elle a étalé les documents, parlant de prêts, d'équipements, de local, d'employés. Je hochai la tête, mais quelque chose dans sa voix sonnait faux. Ce n'était pas seulement le remords, c'était la peur. Pourquoi cette précipitation, Madame Ellington ? Demandai-je. De la précipitation ? Non, je veux juste bien faire les choses. Je ne parle pas de l'atelier. Je parle de toi. Je l'ai regardé dans les yeux. Tu caches quelque chose. Son visage pâlit. Elle baissa le regard. Ses mains tremblaient sur la nappe. Il y a 30 ans, commença-t-elle en la voix tremblante, ma mère n'avait pas seulement des couturières, elle avait aussi des secrets. J'étais jeune, imprudente. J'avais une vie confortable mais vide. Et puis, j'ai rencontré un homme. Un frisson m'a traversé. Je ne savais pas encore qui elle allait nommer, mais mon cœur, lui, savait déjà. Il s'appelait Kofi Bakari. Le café s'est coincé dans ma gorge. Ma respiration s'est arrêtée. C'était le nom de mon mari, le père de Zuri. « Que dites-vous » murmurai-je. « Ce que j'aurais dû te dire il y a longtemps » répondit Imani en sanglotant. « Ton mari travaillait dans la boutique de ma mère avant de t'épouser. C'était un jeune homme noble, discret, et je suis tombée amoureuse de lui. » Zuri a bondi dans sa chaise. « Quoi ?» Je ne lui ai jamais dit. Je n'ai jamais recherché après son mariage. Mais le jour où il est mort, j'étais là. L'air s'est figé. Zuri m'a regardée terrifiée. « Que cela signifie, maman ?» Je ne pouvais pas parler. Imani continua, en larmes. « Je suis allée à l'hôpital après avoir entendu l'accident. Je suis arrivée trop tard. Je n'ai vu qu'on emportait son corps. » Il tenait une enveloppe dans la main. Une enveloppe à ton nom, Afia. Je sentais mon cœur cogner dans mes tempes. Pendant toutes ces années, j'avais cru que Kofi n'avait rien laissé, qu'il était parti avec son silence comme dernière parole. « Une enveloppe ?» répétai-je. Imani a hoché la tête, puis elle a sorti de son sac un bout de papier jauni, soigneusement filérolé. Je l'ai gardé. Je ne savais pas si je devais te la donner. Je pensais que tu me haïrais. Mais après le mariage, j'ai compris que je ne pouvais plus garder ça. Mes mains tremblaient lorsque je pris la lettre. Le papier était vieux, les bords brisés. Je l'ai ouverte. L'écriture de Kofi, droite et ferme malgré les années, m'a sauté au visage. Afia, si tu lis ceci,
c'est que je n'ai pas pu te dire ce que tu méritais d'entendre. Je n'ai pas été un bon mari, ni un bon père. Mais il y a quelque chose que tu ignores. Avant moi, j'ai fait des erreurs. L'une d'elles me poursuit aujourd'hui. Si une femme appelée Imani Ellington se présente un jour devant toi, ne la haïs pas. Dis-lui simplement que je lui pardonne, parce qu'elle aussi a été victime de la même fierté qui m'a détruit. La lettre a glissé de mes mains. Zuri l'a rattrapée et l'a lue en silence, les larmes coulant sur son visage. Je suis restée là, à fixer Imani. Et soudain, tout a pris sens. Son insistance, son remords, sa peur. Ce n'était pas seulement de la culpabilité, c'était une femme qui cherchait sa rédemption. Ma mère a détruit beaucoup de gens, Afia, a dit Imani. Et moi, j'ai suivi son exemple, jusqu'à ce que je te voie ce soir-là, avec ta robe dans les mains. Et j'ai compris que je devais aussi demander pardon pour les péchés qu'on m'avait transmis. Je me suis levée lentement. Je ne ressentais ni haine ni rage, seulement une immense tristesse. Parce que la vie a des manières étranges de renouer les fils que nous coupons avec la haine. Et pourquoi ne m'avoir rien dit avant ? Ai-je demandé. Parce que ce n'était pas le moment, a-t-elle répondu. On ne demande pas pardon tant qu'on n'est pas capable de regarder la personne en face. Zuri s'est levée à son tour. Alors, mon père ? Non, l'ai-je interrompu doucement. Ça n'a rien à voir avec toi, ma fille. Ton père était le mien. Son passé ne nous appartient pas. Je l'ai prise dans mes bras pour la première fois depuis longtemps. J'ai senti que, d'une manière étrange, un cycle se refermait enfin. Madame Ellington, ai-je dit finalement, si tu es venue pour demander pardon, tu l'as fait. Mais nous n'avons plus besoin de rien d'autre. Nous ouvrirons l'atelier, oui, mais pas pour laver la honte. Nous l'ouvrirons pour apprendre à d'autres femmes que le passé ne s'efface ni avec le luxe, ni avec les larmes, mais avec un but. Elle a hoché la tête, en larmes. Merci, Afia. Et si tu veux vraiment honorer la mémoire de mon mari, n'oublie jamais ceci. Et j'ajoutais, les blessures ne se recouvrent pas de soie, elles se recousent avec la vérité. Ce soir-là, après son départ, Zuri est restée longtemps à la fenêtre. Maman, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as supporté, c'était par amour, n'est-ce pas ? Oui, ma fille, mais pas seulement pour ton père, pour toi aussi. Parce qu'un jour, j'ai compris que l'amour d'une mère est le seul qui n'attend pas d'applaudissements. Elle a posé sa tête sur mon épaule. Et dans ce silence, j'ai su que parfois la justice ne vient ni avec des cris, ni avec la vengeance, mais avec cette paix étrange qui accompagne la vérité, même lorsqu'elle fait mal. La semaine suivante, alors que les émotions semblaient enfin retomber, j'ai reçu une lettre. Elle venait d'un notaire de la ville. Sur l'enveloppe, mon nom est écrit soigneusement. Afia Bakari. Un frisson m'a parcouru. Il y avait des années que je n'avais pas vu ce nom complet. Bakari, celui de mon mari. L'enveloppe était lourde. Je l'ai ouverte doucement. À l'intérieur, il y avait une autre lettre, scellée, et un petit paquet fermé par un seau de cire. Zuri était à mes côtés. En voyant ma pâleur, elle a demandé « Maman, ça va ?» « Je ne sais pas », ai-je répondu. « Mais il semble que ton père n'avait pas tout emporté avec lui. » Nous nous sommes assises. J'ai brisé le sceau de la lettre. « Afia, si cette lettre te parvient, c'est que quelque chose que je n'ai pas pu régler de mon vivant a enfin trouvé son chemin. Je n'ai jamais su te demander pardon avec des mots, mais tu as toujours compris la langue du silence. C'est pour cela que je sais que tu liras entre les lignes de ce que je te laisse. Je ne t'ai pas donné une vie facile, mais j'espère qu'au moins ceci te donnera quelque chose de plus précieux que l'argent, la vérité. Dans le petit paquet, tu trouveras les documents d'un compte dont je ne t'ai jamais parlé. Ce n'est pas une grande somme, mais elle a été gagnée avec mes mains, proprement. Elle est pour toi et pour Zuri, pour que vous n'ayez plus jamais à dépendre de la pitié de qui que ce soit. Mais surtout, il y a autre chose. Un carnet. J'y ai écrit tout ce que je n'ai pas su te dire et tout ce que j'ai appris en te regardant aimer, même quand tu ne l'étais pas en retour. Si tu te souviens de moi, ne le fais pas pour mes erreurs, mais pour les points que la vie nous a forcés à faire ensemble. Je suis restée immobile.
C'était la première fois depuis des années que je sentais Kofi me parler sans excuse, sans masque. Zuri m'a serré dans ses bras. « Maman, papa t'aimait. » « Oui, ai-je répondu, mais il ne savait pas comment. » Dans le petit paquet, il y avait un carnet en cuir usé. À l'intérieur, des pages remplies de l'écriture de Kofi. Les premières parlaient de nous. Le jour où on s'est rencontrés. Mon rire dans l'atelier. La manière dont ma façon de coudre lui donnait l'impression d'être chez lui. Puis le ton changeait. Les pages se remplissaient de frustration, de culpabilité, de peur de ne pas être à la hauteur. Je ne supporte pas de voir comment le monde la méprise parce qu'elle est humble. Elle coud comme si chaque point réparait l'univers. Et moi, tout ce que je sais faire, c'est briser ce qu'elle recolle. Nous avons lu en silence, jusqu'aux dernières pages. Là, l'écriture était plus tremblée. C'était sa voix de ces derniers jours, quand la maladie l'avait déjà rongée. Si un jour tu te sens seule, Afia, cherche le fil rouge. Il est dans le tiroir de notre ancienne maison, là où tu gardais les tissus de l'atelier. Ce fil, c'est le premier que tu as utilisé pour recoudre la robe de baptême de Zuri. Je l'ai gardé. Je ne te l'ai jamais dit, mais chaque fois que je le voyais, je me souvenais de pourquoi tout cela valait la peine. Ce fil, mon amour, est la seule chose qui me relie encore à toi. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai allumé une petite lampe, ouvert la vieille boîte où je gardais des restes de tissu. Et il était là, le fil rouge. Le même que j'avais utilisé pour réparer la robe de baptême de Zuri. Le même avec lequel j'allais recousu mon propre voile de mariée. Je l'ai pris entre mes doigts et je n'ai pas pu retenir mes larmes. C'était comme tenir le pouls de mon passé. Comme si toute ma vie était nouée dans ce fil. Zuri m'a trouvée en larmes, assise par terre, la boîte ouverte. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ?» Je lui ai montré le fil. Son visage s'est adouci. « Papa » a-t-elle murmuré. « Oui » ai-je répondu. Il l'avait gardé, tout ce temps. Elle m'a serré dans ses bras, et pour la première fois, j'ai compris que l'amour, même mal exprimé, laisse des traces. Des petits cailloux dans la forêt. Il suffit parfois d'avoir le courage de les suivre. Quelques jours plus tard, Imani est venue à l'atelier. Je ne l'avais pas revue depuis ses aveux sur Kofi. Elle tenait des fleurs et son visage semblait plus vieux, plus fatigué. « Je suis venue t'aider pour le contrat. »« Ce n'est plus nécessaire, » ai-je répondu. « L'atelier ouvrira, oui, mais à d'autres conditions. » D'autres ? Je ne le ferai pas pour la charité, ni pour la culpabilité. Je le ferai pour la dignité. Je lui ai parlé de la lettre, du carnet, du fil rouge. Elle a pleuré. Il m'a écrit une lettre à moi aussi. Mais je n'ai jamais eu le courage de l'ouvrir. Alors, ouvre-la, lui ai-je dit. Les morts ne trouvent pas le repos, tant que leur vérité reste enfermée. Le jour de l'ouverture de l'atelier, le ciel était clair. Les voisines, des femmes simples du quartier Est, sont sorties regarder par curiosité. Certaines avec des morceaux de tissu, d'autres seulement avec l'envie d'apprendre. J'ai accroché une pancarte au-dessus de la porte. Atelier Espérance. Chaque point raconte une histoire. Pendant que j'apprenais à ces femmes à coudre, je pensais à ma mère, à mes années de faim et de silence. Et au milieu du bruit doux des machines, des ciseaux et des rires, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. De la fierté. Pas de mon endurance, de ma transformation. Zuri, avec un tablier, circulait entre les tables pour aider les débutantes à enfiler l'aiguille. Elle levait les yeux vers moi et souriait. « Tu vois, maman ? Tout a commencé avec une robe jetée à la poubelle. » Non, ma fille. Ça a commencé bien avant. Avec une mère qui n'a jamais arrêté de coudre, même quand la vie lui arrachait le fil des mains. Cet après-midi-là, avant de fermer l'atelier, j'ai encadré le fil rouge.
En dessous, j'ai écrit de ma main « À la fin, toutes les blessures se referment si on a le courage de tenir l'aiguille avec amour. » En le fixant au mur, j'ai compris que ce fil ne reliait pas seulement les tissus. Il reliait des générations, des histoires, des douleurs, des pardons. C'était le fil invisible qui me liait à ma mère, à mon mari, à ma fille et à toutes les femmes qui avaient cousu leur destin avec des mains blessées, mais le cœur intact. Ce soir-là, avant de dormir, j'ai rouvert le carnet de Kofi une dernière fois. Sur la dernière page, presque effacée, il y avait une phrase que je n'avais pas remarquée. L'amour ne se coud pas toujours avec du fil. Parfois, il se coud avec la résignation. Et parfois, avec le silence de celui qui attend d'être compris dans une autre vie. J'ai fermé le carnet et éteint la lumière. Dans l'obscurité, avec un sourire fatigué mais paisible, j'ai compris que j'avais enfin été comprise. Plusieurs années sont passées depuis ce mariage. Depuis cette nuit où l'orgueil et l'amour se sont affrontés, où la dignité a enfin vaincu le silence. Aujourd'hui, mes cheveux sont complètement blancs et mes mains sont couvertes de fines cicatrices, comme des chemins tracés par le temps. Chacune d'elles raconte une histoire, une robe, une larme, une espérance recousue. Et même si certains jours sont lourds, mon cœur, lui, ne l'est plus. L'atelier Espérance est toujours ouvert. C'est un endroit vivant, rempli de femmes qui arrivent avec des rêves brisés et des tissus usés, persuadées qu'ils ne servent plus à rien. Et pourtant, avec de la patience et de l'amour, elles découvrent que tout, même ce qui semble irréparable, peut être transformé. Chaque matin, j'ouvre les fenêtres pour laisser le soleil éclairer les rouleaux de tissu posés sur les étagères. L'odeur du coton et du café frais se mélange au rire des apprentis. Parfois, je ferme les yeux juste pour savourer ce son. C'est la mélodie d'un présent qui ne fait plus mal. Zuri travaille avec moi depuis 3 ans. Elle enseigne la broderie aux débutantes, même si elle se pique encore les doigts parfois. Mais elle le fait en souriant. Parfois, je la regarde et je me dis que le fil rouge dont parlait Kofi est toujours là, en mouvement entre nous, recousant ce que j'ai un jour cru perdu. Il y a des jours où elle arrive tôt, m'embrasse sur le front et dit « Maman, j'ai compris que coudre, c'est prier avec les mains. » Je souris, parce que c'est exactement ce que ma mère me disait quand j'étais petite. Le temps se répète, oui, mais quand l'amour est là, les cycles ne sont plus des malédictions, ce sont des bénédictions. Un samedi après-midi, alors que nous rangions l'atelier, une jeune femme est entrée avec une petite fille d'environ 10 ans. Elle tenait un tissu blanc, taché et déchiré. « Vous apprenez à coudre ici ?» a-t-elle demandé timidement. « Ici, on apprend à recommencer », ai-je répondu en l'invitant à entrer. Pendant que je lui montrais les tables et les machines, la petite s'est approchée du cadre où était suspendu le fil rouge. Elle l'a observé, puis a demandé « Ce fil, on peut l'utiliser pour faire une robe aussi ?» J'ai souri. « Non, mon ange », ai-je répondu. « Ce fil sert à coudre des choses qu'on ne voit pas. » « Comme quoi ?»« Comme les cœurs brisés. » Elle m'a regardé très sérieusement, et un instant, j'ai vu dans ses yeux le reflet de Zuri enfant. Je me suis dit que le temps, parfois, nous rend ce que nous avons perdu, mais sous un autre visage, pour voir si cette fois, nous saurons mieux en prendre soin. Ce soir-là, en fermant l'atelier, Zuri est venue vers moi avec une enveloppe. « Maman, ceci est pour toi. » L'expéditeur, collectif des femmes entrepreneurs noires. À l'intérieur, une lettre écrite à la main. « Afia Bakari, nous avons suivi ton travail à l'atelier Espérance. Ton histoire a inspiré de nombreuses femmes. Nous souhaitons te remettre un prix pour ton engagement et pour avoir montré que la dignité peut se coudre point par point. » En dessous, une invitation à une cérémonie en ville. Zuri m'a enlacée, les larmes aux yeux. « Tu le mérites, maman. » J'ai secoué la tête en souriant. « Non, ma fille, nous le méritons toutes. » Le jour de l'événement, j'ai mis ma plus belle robe, une simple robe crème, faite par mes propres mains.
Zuri a insisté pour venir avec moi. Quand je suis montée sur scène, j'ai senti des années de douleur se dénouer en moi comme des nœuds trop serrés qu'on relâche enfin. Devant moi, il y avait des femmes de tous âges, des mères, des filles, des grands-mères, toutes avec des histoires d'abandon, de sacrifice, d'amour silencieux. J'ai pris le micro, respiré profondément et j'ai dit « Je ne suis rien de plus qu'une couturière. » Mais au fil des années, j'ai appris qu'aucun tissu n'est trop déchiré pour être réparé si on le tient avec patience et foi. Et que le fil le plus solide n'est pas celui qui brille, mais celui qui résiste. L'applaudissement qui a suivi a semblé venir de très loin, comme s'il venait aussi du passé. En descendant de scène, j'ai vu quelqu'un dans le public. C'était Imani. Je ne m'y attendais pas. Elle s'est approchée avec un bouquet de fleurs. « Je savais que tu y arriverais, Afia », m'a dit-elle avec un vrai sourire. J'ai répondu « Personne n'arrive seul. On ne progresse que lorsqu'on accepte de coudre avec les mains des autres. » Ce soir-là, en rentrant, j'ai trouvé Zuri dans la cour avec sa fille, ma grand-mère Nia. La fillette jouait avec un bout de fil rouge. « Regarde, mamie, j'ai trouvé ça à l'atelier. Je peux le garder ?» Je l'ai observé un instant. Le fil semblait briller sous la lumière de la lune. « Bien sûr, mon amour », ai-je répondu, « mais promets-moi d'en prendre soin. » Pourquoi ? Parce que ce fil relie les femmes de cette famille. Quand tu le tiens, tu n'es jamais seule. Elle l'a enroulé autour de son poignet et a repris son jeu. Zuri m'a regardé, les larmes aux yeux. « Tu crois qu'elle comprendrait un jour ?» « Oui, » ai-je répondu. « Le jour où elle devra recoudre son premier chagrin. C'est ce jour-là qu'elle saura que ce fil rouge n'est pas qu'un symbole. C'est un héritage. » Avec le temps, l'atelier a grandi. Des femmes sont venues d'autres quartiers, même de plus loin. Certaines n'avaient jamais touché à une aiguille, d'autres apportaient des blessures invisibles. Trahison, deuil, paroles qui avaient laissé des cicatrices. À chacune, je disais « Prends d'un vieux tissu et commence à coudre. Ce n'est pas grave si le fil casse, je t'apprendrai à le repasser dans le chat. » Parce que coudre, au fond, ce n'est pas seulement assembler des pièces, c'est comprendre que les erreurs laissent aussi des motifs, et que les cicatrices, tout comme les coutures, sont la preuve que la vie a été vécue avec courage. Un hiver, Imani est tombée malade. Zuri et moi sommes allés la rendre visite. Elle vivait seule, dans une grande maison triste. Elle nous a reçus avec un plaid sur les genoux et un regard apaisé. « Je savais que vous viendriez », a-t-elle dit. « Je voulais vous dire au revoir. » J'ai pris sa main. « Tu ne me dois plus rien, Imani. »« Si, Afia. Tu m'as sauvée de moi-même. Ne l'oublie jamais. » Puis elle s'est tournée vers Zuri. « Ta mère fait partie des femmes qu'on ne rencontre qu'une fois par siècle. Ne la juge pas pour sa dureté. C'est sa manière de ne pas se briser. » Quelques semaines plus tard, elle est morte. Dans son testament, elle a laissé un don pour l'atelier Espérance. Pas une somme extravagante, mais assez pour qu'il continue à vivre longtemps après moi. Avec un petit mot, écrit d'une écriture affaiblie. Merci d'avoir recousu, avec le fil du pardon, ce que j'avais déchiré avec mon orgueil. J'ai pleuré en lisant. Pas de tristesse, de l'olivet. Parce que j'ai compris qu'au final, chacune de nous avait fait sa part. Elle en demandant pardon, moi en choisissant de ne pas garder de rancune. Aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes, j'entends Nia rire dans la cour. Elle apprend à coudre avec Zuri, avec ce même fil rouge trouvé ce soir-là. Ses petites mains maladroites font passer l'aiguille à travers le tissu, et même si elle se pique parfois, elle continue à sourire. Ce sourire est l'héritage le plus précieux que je puisse lui laisser. Je l'observe de mon fauteuil à bascule et je me dis que la vie au fond ressemble à une pièce de tissu. Parfois elle se tache, elle se déchire, elle se détend trop. Mais il y a toujours quelque part un fil prêt à tout rassembler. J'ai été couturière, épouse, mère, et à présent, je suis maîtresse d'atelier. Je couds des peines, des joies, des destins. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que l'amour ne se dit pas toujours avec des mots ou des étreintes. Parfois, il se cache dans le silence de celle qui, malgré tout, continue de coudre. Je ferme les yeux et je repense à cette première nuit, celle où ma fille m'a traité de pauvre et a jeté ma robe à la poubelle.
Si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que ce serait le début de notre salut, je ne l'aurais pas cru. Mais à présent, je sais que les plaies les plus profonds ne s'ouvrent pas pour nous détruire, mais pour que la lumière puisse y entrer. Ceci sera ma dernière histoire, le dernier point que je fais avec ces mains qui tremblent. Mais je n'ai plus peur, parce que je sais que, quand je ne serai plus là, Zuri et Nia continueront à coudre avec le même fil, recousant les morceaux d'un héritage fait d'amour, de dignité et d'espérance. Et lorsque le monde les jugera trop simples ou les critiquera parce qu'elles donnent trop sans rien attendre en retour, elles se rappelleront de mes mots. Il n'y a de point plus solide que celui d'une femme qui a pleuré. Car celle qui a pleuré, c'est tenir l'aiguille avec amour. Je souris, je ferme les yeux, je laisse le silence m'envelopper. Le fil rouge repose sur mes genoux, chaud, vivant, comme s'il avait encore sa propre vie. Et juste avant de m'endormir, j'ai l'impression d'entendre la voix de ma mère, douce, lointaine. Tu peux te reposer maintenant, ma fille. Le dernier point est fait.